du coup, la réunion, elle va se dérouler juste d'abord rapidement, peut-être présenter donc l'ALEC, qui on est, et ensuite on passera rapidement donc sur la copropriété Les Bruyères, donc qui est le sujet de cet atelier, de cette rencontre, avec donc le témoignage du conseil syndical, président du conseil syndical et du maître d'œuvre. Et, non, c'est bon, c'est bon. Et ensuite, un retour d'expérience voilà, des copropriétés qui ont pu être rénovées dans le cadre de ce dispositif Murmure. Très rapidement, du coup, l'ALEC, donc, on est une association, une SPL, donc Société publique locale depuis mai 2020. On a été créé en 98 à l'initiative de la métro. Aujourd'hui, on est plus d'une trentaine, on est la deuxième ALEC en France et on anime depuis 2019 le service public de l'efficacité énergétique. Et donc, on propose des conseils à destination des particuliers, des collectivités, des bailleurs sociaux sur les thématiques donc, des économies d'énergie, des énergies renouvelables et le changement climatique. C'est un conseil qui est gratuit, neutre et indépendant, et ce qui permet voilà, d'accompagner gratuitement les copropriétaires et les copropriétés dans leur démarche d'amélioration énergétique. On va passer du coup à la copropriété Les Bruyères, surtout qu'en plus, a priori, le maître d'œuvre de la copropriété ne pourra pas rester avec nous longtemps. Donc, rapidement, un petit état des lieux donc, de la copropriété. C'est une copropriété qui a été construite en 69. Il y a un bâtiment, 2 montées, 5 niveaux. On a 20 logements plus un local professionnel en rez-de-chaussée. On est en chauffage collectif gaz, en eau chaude sanitaire gaz. Donc, c'est une copropriété située à Cessiné. Vous avez le petit plan juste en bas. Au niveau donc de l'état des lieux, les façades, on n'avait pas de ravalement depuis 91, pas d'isolation, une isolation très très partielle au niveau de la toiture terrasse, également une isolation très partielle au niveau du plancher bas sur cave et des menuiseries en partie commune voilà, avec des caractéristiques thermiques assez mauvaises. Beaucoup de double vitrage déjà, pas mal de propriétaires qui avaient déjà remplacé leur menuiserie et une ventilation naturelle qui était assez peu performante. Peut-être, Monsieur Savoya, est-ce que vous voulez dire un mot sur l'état de la copropriété avant le démarrage de l'accompagnement? Monsieur Savoya. Ouais. Voilà. Il faut que vous activiez votre micro, Monsieur Savoya. Je viens. C'est bon? J'ai toujours un gros problème d'écho, moi. Oui, j'ai l'impression que oui, ça vient de votre micro, Monsieur Savoya. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah. Oui, oui, c'est mieux. Voilà, ça y est. Bon, pendant votre intervention, j'avais toujours un gros problème d'écho. Hein. Enfin bon, ça, je vais essayer de suivre quand même. Ce qu'il faut dire de plus, rien de spécial. Hein. Bon, c'est une copro qui a été effectivement construite en 69. Pour les plus anciens d'entre vous, c'est 4 ans avant le premier choc pétrolier, à une époque où le fioul de chauffage était presque gratuit. Donc, effectivement, c'était une passoire thermique. Voilà. Ni plus ni moins. Et bon, personnellement, comme je suis ancien prof de bio, réchauffement climatique, transition énergétique, économie d'énergie, ça me parle un petit peu. Et comme en plus j'habite au 4e et dernier étage, que la terrasse n'était pas isolée du tout, on arrivait péniblement chez moi à 18 degrés pendant que les autres avaient 22 ou 23. Voilà pourquoi je me suis battu pour obtenir cette rénovation énergétique. Voilà.
Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire également comment vous avez eu du coup l'idée d'intégrer la copropriété, enfin d'inscrire la copropriété dans ce dispositif Murmure? Alors, on avait besoin en fait d'un ravalement et en fait, on a eu connaissance du dispositif parce qu'on en parle depuis très longtemps en fait, hein, et on a eu connaissance du dispositif Murmure 1. On s'était inscrit malheureusement un peu tard, on était 5e sur la liste d'attente et on n'a pas pu passer. Donc on a attendu Murmure 2 pour passer. Comment est-ce qu'on a entendu parler de Murmure? Oh, je me souviens pas très bien. Moi. En plus à l'époque, j'étais encore pas président du conseil syndical. Mais bon, pour info, on a commencé à parler de ravalement en 2012. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait du temps. Voilà. Ça prend toujours plus de temps qu'on imagine, de toute façon. Ben, je vois la chronologie. Alors voilà, justement, on a fait un petit point sur la chronologie du projet, peut-être pour que d'autres copropriétaires voient qu'un projet de rénovation de copropriété, c'est quelque chose qui se passe sur le temps long, ce n'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Dans le cadre de cette copropriété, il y avait eu un audit qui avait été fait en février 2015. L'inscription a été faite dans le dispositif a été faite en septembre. Il y a eu le déroulé du processus, donc les réunions avec nous, les premières visites, la visite qui a eu lieu en 2016, une restitution de l'étude personnalisée en septembre 2016. Et il y a eu différentes réunions entre 2016 et 2018 avec la LEC, également avec Solia pour toute la partie financière. Et donc, ça a mené en mars 2018 à l'AG du vote des travaux pour un démarrage des travaux en fin 2019, en fait, je me rends compte. Mais voilà, donc c'est un temps qui est assez long, mais qui a permis aujourd'hui d'aboutir à un projet, je pense, Monsieur Savoyard, vous pourrez le dire, mais qui est un beau projet aujourd'hui, cohérent et voilà, ambitieux. Voilà. Du coup, pour comprendre un petit peu les travaux qui ont été votés, donc on est sur ce qu'on a appelé dans le cadre de Murmure 2 une rénovation exemplaire, donc avec plusieurs postes de travaux, l'isolation des murs par l'extérieur qui est l'essence du dispositif Murmure, une réflexion d'étanchéité et d'isolation de la toiture, isolation du plancher bas sur cave et l'installation d'une ventilation basse pression. Est-ce que au niveau des votes des travaux, Monsieur Savoy, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire est-ce que le dispositif vous a incité à du coup envisager des travaux plus importants que ceux qui étaient initialement prévus? Ça vous a bien poussé sûr. à quelque chose de plus ambitieux? Oui, bien sûr, beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait prévu au départ. Mais bon, en fait, c'était le seul moyen d'arriver comment dire, actualiser, enfin, à avoir une propriété qui était correcte. Mais au début, quand on parlait de tout ça aux copropriétaires, ils levaient tous les bras au ciel parce que ça coûte très cher, en fait. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Mais donc les gens à l'époque, la rénovation énergétique n'était pas obligatoire, donc il a fallu se battre pour que les gens ne votent pas un simple coup de peinture sur notre immeuble, quoi. Mais heureusement, on a été bien soutenu par l'ALEC et Solia. Alors là, je les remercierai jamais assez. C'est grâce à eux qu'on a pu mener à bien ce projet. Et finalement, je m'aperçois que maintenant, tout le monde est à peu près content. Voilà. Une petite remarque, Monsieur Gawache, qui a posé une question sur le classement énergétique de la copropriété avant travaux. Je crois savoir que dans la présentation, ça va venir. Donc, on va y venir sur l'efficacité énergétique du bâtiment par la suite. Oui,
Du coup, au niveau des travaux, j'ai repris un petit peu le planning pour que vous vous rendiez compte un peu. Ça a débuté donc fin 2019 par l'isolation de la toiture, l'isolation du plancher bas également début 2020. Il y a eu une coupure en 2020 à cause du confinement, voilà. Et ça a continué, donc ça a repris en octobre 2020 avec les travaux de ventilation et les travaux d'isolation par l'extérieur qui se sont terminés là en mai-juin peut-être. Oui, ça vient de se terminer. Là, voilà. Ah oui. Du coup, peut-être on voulait passer un peu plus précisément aux travaux, monsieur Michel, si vous voulez un petit peu, peut-être avant que vous partiez, abonder sur les travaux qui ont été faits, peut-être préciser certaines choses. J'avais fait l'ordre des travaux, mais après, c'est vous qui voyez par quoi vous voulez commencer. Disons que notre mission, c'était d'établir un cahier des charges pour que toutes les entreprises répondent sur les mêmes bases, les mêmes métriques, et que les copropriétaires puissent choisir n'importe quelle entreprise en sachant que c'était conforme au référentiel de travaux. Donc, notre mission, ça a été donc de faire un descriptif et d'adapter le référentiel de travaux Murmure à ce bâtiment. Bien que simple, il y a toujours des spécificités et c'était à nous de les adapter pour que ça soit réaliste, réalisable et dans un budget correct. Alors, au niveau du principe, effectivement, on a isolé on va dire les 6 faces du parallélépipède, que ce soit dessous, dessus et sur l'ensemble des faces. En toiture, ça a été classique, il n'y a pas eu de problème particulier. C'est des travaux d'étanchéité qui ont été faits avant ceux de ravalement. Donc, on avait prévu en périphérie un profil spécial métallique pour faire le joint entre l'isolant de la toiture et le futur isolant qui allait être mis en façade. Donc, c'est un profil en Z que l'on prévoit systématiquement. Donc, ça, c'est la première tranche des travaux, c'est l'étanchéité en toiture. Avant, effectivement, il y avait une étanchéité qui était performante dans le sens où elle était étanche, mais l'isolant était faible et il était inversé. Donc, l'isolant, avant, il était au-dessus. Donc, ce n'était pas très bon au niveau thermique. Au niveau du ravalement, enfin avec son isolant, au début on était parti sur un isolant de type bakélite. C'est cet isolant qui est un peu de couleur rose, qui est le plus performant à épaisseur égale par rapport aux autres isolants. Mais assez rapidement on s'est aperçu qu'au niveau du budget, c'était un petit peu trop cher. Donc, avec l'ALEC, on a révisé un peu le projet en mettant un isolant bakélite de faible épaisseur au droit des balcons, de manière à avoir quelque chose de performant et de ne pas trop réduire l'habitabilité des balcons, parce que les balcons sont longs mais pas très larges. Et pour le reste des façades, pour conserver la même résistance thermique, mais pour passer avec un isolant moins onéreux, on est passé avec un polystyrène, un PSE de 20 cm. Donc, le polystyrène, lui, son avantage, c'est qu'il est moins cher, mais on est obligé, pour des raisons de transmission de la flamme, d'insérer régulièrement des bandes de laine de roche. C'est les bandes vertes que l'on voit entre les zones blanches. Donc, l'isolant, lui, c'est un système calé-chevillé. Donc, l'isolant, il est sur un support qui est préalablement lavé. On ne décape pas l'ancienne peinture. Simplement, les plaques sont collées sur la façade. Et après, une fois que la colle a polymérisé, on jointe les joints avec une mousse de polyuréthane entre les plaques pour qu'on ait quelque chose de très fini et de très plan sans trou. Après, on fait le chevillé, donc c'est ces fameuses chevilles rouges qui traversent l'isolant et qui viennent retenir mécaniquement la plaque d'isolant dans son support. Du coup, l'isolant, il est coincé entre la cheville et le support qu'elle est. Donc, on a une fixation mécanique qui est assez efficace. Par-dessus cet isolant, on applique un enduit marouflé. Donc, c'est un enduit tramé. Il y a une première passe d'enduit. Après, on déroule la trame et on remet une deuxième passe d'enduit par-dessus, ce qui fait une sorte de coque, une sorte de sarcophage qui piège l'isolant. On ne le voit plus. Et cette coque, elle est assez résistante puisque au niveau du rez-de-chaussée,
on le double avec ce qu'on appelle une trame de blindage pour être un peu plus résistant au choc, puisque c'est essentiellement au rez-de-chaussée que l'on risque d'avoir des chocs. Sur cet enduit marouflé, on applique un fixateur pour saturer le fond et éviter que ça farine, et pour bien le stabiliser. Et c'est par-dessus cet enduit tramé que l'on applique la finition talochée. C'est une finition acrylique qui est talochée et qui donne un aspect un peu, entre guillemets, traditionnel, mat, et qui unifie le tout. Et c'est là où on peut essayer de créer quelques teintes. Alors sur les photos, là, si tout le monde les voit, on voit effectivement que sur les balcons, on a fait une étanchéité de type SEL avec une finition paillette. Et on a repris l'évacuation des EP qui se sont forcément retrouvés décalés vers l'avant. Donc on a recarotté les dalles de balcon. Et pendant le chantier, il y avait des chaussettes spéciales en plastique pour conduire l'eau, éviter que ça nous contamine le chantier. Voilà. Donc les garde-corps ont été conservés en l'état, parce qu'ils étaient en bon état. Donc toujours pareil, là, dans le cadre d'une recherche d'économie, on les a laissés. Et donc l'étanchéité tourne autour et on a fait un joint d'étanchéité autour de chaque pièce pâle des mètres montants des garde-corps. Donc les menuiseries, elles, étaient remplacées quasiment à 90%, donc en PVC. Donc voilà, les menuiseries, les persiennes bois n'ont pas été lasurées parce que les propriétaires avaient régulièrement entretenu ces boiseries, donc ça a été retiré du marché. Et voilà, donc ça fait partie des petites économies qui ont permis au projet de passer avec les aides ALEC, ce qui a fait quelque chose de, on va dire, de digeste et d'ergonomique au niveau financier pour les habitants. Voilà. Donc voilà pour le ravalement. Ça, donc, si tout le monde le voit, à gauche, on a le joint de dilatation. Là, on a là, à gauche, c'est le joint de dilatation parce qu'on a deux bâtiments en fait qui sont séparés par un joint de tassement et de dilatation. Et on a un profil spécial, STO, qui est une sorte de lyre qui permet de faire l'étanchéité à l'air et à l'eau. Et elle se termine par des lèvres qui sont marouflées dans ce fameux enduit tramé que l'on voit de chaque côté. Alors, pour augmenter la performance du bâtiment, on a, sur la photo du milieu, coupé les appuis saillants des fenêtres. Donc, les appuis saillants maçonnés étaient donc proéminents. On les a coupés de manière à pouvoir filer droit. Et puis là, à droite, vous avez un détail quand on adapte à l'existant. Par exemple, ça, c'est la boîte EDF où on a les protections des amorces colonnes pour la colonne électrique. Là, on fait tout autour des rails de départ contre lequel vient buter l'isolant et à partir duquel viendront mourir aussi l'enduit tramé. Voilà. Pour le ravalement, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je voulais parler peut-être de la ventilation. Alors, la ventilation, bon, c'est la ventilation hydro-réglable à basse pression. Donc là, vous avez tous les caissons et les gaines qui ont été livrés sur la toiture en dessus et en dessous, toute l'installation posée. Voilà. Donc, vous avez des boîtiers d'extraction qui sont mis au sommet des souches chintes existantes, puisque en fait, le gros du travail de ventilation se fait en toiture-terrasse. Et en fait, dans les logements, on n'intervient que pour, dans un premier temps, mettre des bouches d'aspiration au droit des salles humides, qui sont les salles de bain WC et cuisine. Et puis, on vérifie ou on crée les bouches d'arrivée d'air frais dans chambre et séjour. Voilà. De manière à ce que l'air balaye tout le logement et soit aspiré. Et on utilise donc bien les gaines chintes existantes. On ne met pas des gaines en travers des salles de bain, WC et cuisine, comme des fois on l'entend. C'est assez discret. Alors, pour ce logement, pour ce bâtiment-là, on avait adapté, parce qu'on avait l'impossibilité pour certaines salles de bain et WC qui n'étaient pas desservies par des gaines chintes, elles étaient à l'époque ventilées par des petits fenestrons qui donnaient sur les balcons. Donc là, il n'y avait pas de gaine chinte. Donc on a fait une petite option, on a mis des ventilations réparties. C'est-à-dire que pour ces pièces-là, on a fait un carottage dans la façade, on a un groupe autonome de ventilation qui a été mis et qui raccordait l'éclairage. C'est-à-dire que quand on éclaire la salle de bain, tout ça s'éclaire et il y a un système qui permet, en fonction de l'humidité, de mettre en marche ou d'éteindre la ventilation. Voilà.
Donc ça, c'est un peu plus délicat. La première fourniture qui a été faite sur le chantier, elle est un peu sonore, donc on les a fait remplacer. Maintenant, ça l'est un peu moins. Bon, c'est un petit peu, c'est ce qu'il faut faire attention. Si on peut, dans tous ces bâtiments, quand c'est possible, utiliser les gunshots, on crée moins de problèmes aux habitants. Voilà, parce que les groupes d'aspiration sont autoterrasses et on les pose sur des Bigfoot, donc c'est des éléments qui sont résilients et qui évitent de transmettre les vibrations par transmission solidienne au reste du bâtiment. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du bruit. Seulement, voilà, on essaye d'être le plus discret et d'utiliser l'existant avec les gunshots. Voilà pour la ventilation. Donc c'est le système d'aspiration classique avec une adaptation, en conclusion, donc, pour les petites pièces qui n'étaient pas desservies par des gunshots, où il a fallu faire des petits ventilateurs autonomes de cette ventilation répartie. Voilà. Donc, pour la ventilation, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions. Et puis l'autre partie, donc on a parlé on a parlé de l'étanchéité avec son isolant, on a parlé des ravalements et de la ventilation. Et la dernière partie qui est importante et que nous avons isolée, c'est le plafond des caves. Donc c'est un flocage qui fait 16 cm avec une résistance thermique de 4. Donc ce qu'il a fallu faire, mais là c'était le cas, l'éclairage a été rabattu sur les murs, mais je crois que M. Savoya me confirmera, c'était peut-être déjà existant, où on a fait venir Total. Je ne me souviens plus si… Il faut, faut brancher votre micro, M. Savoya. Oui, branchez votre micro, M. Savoya. Je ne me souviens plus si l'éclairage, on l'a rabattu sur les murs ou il était déjà sur les murs. Mais en fait, je crois qu'il est resté au plafond, mais non. Non, peut-être, on l'a rabattu sur les murs. Oui, bon, les éclairages. Mais bon, ces travaux ont été faits par un électricien. Ah oui, voilà, c'est ça. Par un électricien de la maison, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, l'objectif était d'avoir un isolant en flocage au plafond continu, sans interruption au droit des anciens hublots qui étaient au plafond. Donc, le travail simplement consiste à recouper toutes les sommets de porte, sauf celle qu'on voit en bas, là, puisqu'on a une porte qui était déjà très basse et on ne pouvait pas abaisser trop le linteau. Donc, ce qui fait qu'on a fait une petite réservation en chapeau de gendarme au-dessus de cette porte en bas à gauche là, que l'on voit. C'est la porte d'accès général à la circulation centrale des caves. Voilà. Mais toutes les portes des caves, elles, ont été recoupées de manière à ce qu'on puisse passer ces fameux 16 cm de flocage. Donc, l'entreprise commence par projeter un fixateur sur le support de manière à stabiliser les supports et éviter que ça farine. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on fait un flocage en 2 passes de fibres minérales qui est après taloché et puis après qui est dressé, lissé et qui est fini avec un vernis qui est un durcisseur qui permet de renforcer un peu ce flocage et résister un peu mieux au choc. Parce que le problème de ce flocage, c'est que il est un petit peu bas, il est un peu vulnérable et effectivement, si dans la copropriété, les gens ne sont pas très soigneux, il peut y avoir des chocs. Voilà. Alors, ça se révise, c'est réparable, mais ça reste un peu fragile. Donc, c'est pour ça que pour limiter les chocs, on pulvérise ce fameux petit produit qui fait durcisseur. Et une fois fini, quand on tape avec la main sur le flocage, eh bien, on a quelque chose de très monolithique et qui sonne comme un isolant, comme s'il avait été coulé sur place. Voilà. Et ça, c'est très bien tout ça. Alors souvent, le retour que l'on a, c'est effectivement l'hiver, l'effet pied froid au niveau des appartements du rez-de-chaussée. Ça, c'est clair, on nous le dit souvent. Là, on avait un chauffage collectif, donc la conséquence, ça sera certainement de l'ordre de 30% d'économie, puisqu'on a un bâtiment qui est assez compact. Ce n'est pas un bâtiment qui est éclaté comme une étoile, voilà, c'est un bâtiment qui est assez compact. Et c'est un bâtiment donc, qui est bien adapté au murmure, et puis qui avait aussi une bonne répartition de surface vitrée, c'est-à-dire qu'on a peu de surface vitrée par rapport au reste. Donc, c'était quelque chose, ce n'est pas non plus quelque chose de tout vitré. Donc, voilà, si on minimise un peu les surfaces vitrées, on optimise un peu les déperditions, enfin, on limite les déperditions. Et puis, c'est aussi un bâtiment qui avait pas de masque proche ou lointain par rapport aux apports solaires. Donc, c'est vrai que les
l'été, bon, le soleil est en haut, mais l'hiver, le soleil est rasant, donc on aura certainement des apports solaires par les surfaces vitrées, notamment à l'est. Donc tout ça fait que je pense qu'on va bonifier un peu l'opération de rénovation thermique de manière à tendre vers les au moins 30% d'économie sur les charges communes générales chauffage. Voilà. Après, ça se voit au niveau de la facture. Par contre, ce qu'on nous dit très, très, très souvent, c'est le confort immédiat d'été. Dans des appartements comme celui de M. Savoya qui est au dernier étage, donc sous la dalle, plein sud, orienté donc sous les rayons solaires du matin jusqu'au soir, hein, et il suivait toute la parabole du soleil. Là, je pense que si par exemple, on nous le dit, dans un logement en période de canicule, on avait facilement 28-30, eh bien, on arrive à baisser, si on gère bien les apports solaires à partir de midi, en fermant les volets, on arrive à faire baisser la température au moins de 4 à 5 degrés. Donc, c'est des fois comparable à une clim. Si c'est bien géré, c'est-à-dire que si à partir de midi, on ferme, comme bon grenoblois en période caniculaire, si à partir de 11h midi, on ferme les fenêtres, on ferme les volets, ben on limite les apports solaires et on garde la fraîcheur et on limite, parce que c'est surtout par les surfaces vitrées que l'on capte ou que l'on perd. Voilà. Je confirme ce qu'il vient de dire. On a deux questions. On y reviendra sur la notion de confort, la notion d'économie d'énergie dans la présentation sur la partie retour d'expérience. Mais merci, Monsieur Michel, pour ce témoignage. On a deux questions. La première qui concerne le plancher bas. On s'interroge sur la composition du flocage et notamment sur cette composition en fibre minérale. Je suppose que Magali souhaite connaître la composition exacte de la fibre minérale. Est-ce que c'est de la laine de roche ou de la… Comme son nom l'indique, c'est minéral, donc c'est une fibre minérale. Il n'y a il n'y a pas de dérivé verrier et il n'y a surtout pas d'amiante. Et d'ailleurs, la première chose que l'on fait quand les travaux démarrent, c'est faire une photo des ballotins dans lesquels il y a la fibre qui est injectée dans le malaxeur et c'est marqué dessous, garantie sans fibre d'amiante. Parce que pour le commun des mortels, quand on voit ce genre de flocage, ça ressemble comme de gouttes d'eau à un flocage amianté. Parce que l'amiante, à l'époque, avait un peu cet aspect-là. Il y a 40 ans, quand on voyait un flocage comme ça, on disait tiens, voilà de l'amiante. Mais non, maintenant, ça ressemble comme des gouttes d'eau, mais il n'y a pas une fibre d'amiante là-dedans. Donc, c'est essentiellement des fibres minérales qui sont mélangées avec une résine, avec de l'eau, dans un malaxeur, une sorte voilà, un gros malaxeur qui est à l'extérieur du bâtiment. Et c'est injecté sous pression dans des tubes et l'applicateur a une buse et il projette ça comme un pompier jette de l'eau sur un incendie. Voilà. Mais lui, il le projette au plafond et ça colle. Et après, on le laisse durcir et après, on le taloche. Voilà. Vous avez une autre question concernant les descentes pluviales dans les balcons, pour quelle utilité? Alors, ces descentes pluviales, on a une photo effectivement, qui montre. Ouais, alors, nos balcons, en fait, étaient en libre débordement, sauf que ces tuyaux de descente proviennent de la toiture. Et voilà, avant, ils étaient collés contre la façade. Et comme on met un isolant, ben forcément, pour ne pas les encastrer dans l'isolant, on les a avancés. On les a avancés en zinc. Voilà. Et donc, ça a été l'occasion d'ailleurs d'un plan d'évacuation amiante, puisque les anciens tuyaux étaient amiantés. Donc, il y a une entreprise spécialisée qui est arrivée très rapidement, qui les a enlevés, qui les a mis sous Big Bag et qui les a envoyés dans un centre de traitement pour enfouissement. Voilà. On a deux autres questions sur la typologie du plancher, enfin sur l'isolation du plancher bas encore. On s'interroge sur les deux alternatives, soit en isolant en plaque rigide, soit en flocage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Alors, il est évident que pour l'isolation des planchers bas, la solution flocage est de loin la plus pratique, la plus adaptée et la moins chère, parce que vous savez que quand on intervient dans l'existant, ben, tout le monde est déjà passé avant nous, c'est-à-dire le plombier, le chauffagiste, l'électricien, le menuisier, donc on a des tas d'obstacles et de relief, de suggestions, comme on dit. Et si vous arrivez avec des plaques, ben, c'est un travail de fou à faire de la sculpture pour tourner autour de tout ça.
Alors que quand on vient avec une projection de type flocage, il suffit de protéger les quelques éléments incontournables comme les purges, les tés de réglage, les vannes de barrage, tous ces trucs-là que l'on ne doit pas enfouir dans le flocage. Tout ça, on les repère, on les protège, on tourne autour, on fait une sorte peut-être de pointe de diamant pour expliquer. Et tout le reste, on fait un flocage et évidemment, ça va bien plus vite parce que là-dedans, ce qui coûte cher, ce n'est pas le matériau, c'est essentiellement la main-d'œuvre. Et si le mode d'application par pulvérisation est pratique, rapide, efficace, et là, on fait baisser énormément le post-isolation en sous-face du plancher des caves. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de performant, mais de ne pas non plus dissuasif au niveau financier, parce que sinon, les gens nous disent merci et au revoir. Et on a une autre question sur la ventilation, mais a priori, on y a déjà répondu. On était sur une ventilation naturelle. Magali qui s'interrogeait sur les bouches à l'état initial de la ventilation. Avant, c'était une isolation donc, de type shunt, dite atmosphérique, qui fonctionnait plus ou moins quand les températures s'équilibraient à l'extérieur à l'intérieur. En hiver, bah oui, s'il fait 20 degrés dans les logements et moins 5, l'air chaud monte. Donc, c'était quelque chose qui était assez aléatoire, avec peut-être même des phénomènes de siphonnage d'un logement à l'autre. Donc, des fois, pas beaucoup de ventilation, des fois trop, des fois pas assez. L'intérêt d'avoir une ventilation basse pression, c'est d'avoir une ventilation efficace et permanente. Voilà, c'est surtout ça, efficace et permanente et efficace en débit. C'est-à-dire comme ça, on est sûr, parce qu'à la fin de la mise en place de la ventilation, l'installateur et notamment le fournisseur viennent avec des appareils, des dépressiomètres et mesurent que l'on ait bien la mesure des pressions en Pascal au droit des bouches, de manière à ce que tout le monde ait desservi et tout fonctionne. Voilà. Une petite précision, la personne s'interrogeait sur les travaux au niveau des bouches. Donc, savoir si… la bouche thermique, non, c'est-à-dire que les bouches, les bouches d'aspiration, eh bien, on enlève l'ancienne grille et on en met une nouvelle. Donc, il n'y a pas de travail de plâtrerie, de maçonnerie. À l'intérieur des logements, c'est très vite fait. Le plus difficile dans les logements, c'est des fois quand on rencontre des occupants qui ont mis des hottes raccordées de manière un peu pirate sur les systèmes shunt. Alors, il leur faut faire un peu de pédagogie pour leur expliquer que d'abord, ça ne se fait pas, puis que maintenant, il ne faudra plus le faire parce que sinon, on risque de dérégler tout ça. Donc, il faut débrancher la hotte ancienne, soit passer en recyclable, c'est-à-dire avec des charbons. Et voilà, et du coup, la bouche d'aspiration basse pression jouera son rôle. Voilà. Une autre question de M. Gouache, qui s'interroge lorsqu'on a une ventilation naturelle, bien souvent on a deux bouches, s'interroge sur la nécessité de boucher une des deux ou pas dans le cas de travaux de rénovation sur la ventilation. Alors voilà, nous, on a bouché systématiquement toutes les grilles ventilation basse, haute qui étaient en façade, puisque le système, lui, fonctionne avec les grilles d'entrée d'air frais qui sont les réglettes sur les menuiseries. Ça, c'est les entrées dans les chambres et les séjours. Ça, c'est voilà. Et ce qui peut correspondre aux anciennes ventilations basses qu'on voyait avant dans l'ancien. Et puis, on récupère dans les salles de bain, WC et cuisine les bouches d'aspiration qui sont en relation avec les gaines shunt. Et c'est là où on enlève l'ancienne grille, qui est l'ancienne grille LDS ou je ne sais pas quoi, qui sont en tôle ou qui datent des années 50 ou 60. On les enlève et on met la nouvelle bouche hygro réglable. Voilà. Merci. Une question de Flo Le Nulzac qui s'interroge sur le fait qu'on donne des informations sur l'aspect financier. Donc oui, par la suite, ça vient dans la présentation. Ouais, l'aspect financier, bah oui, je pense que vous l'avez. On n'a pas les plannings. Moi, j'avais pris des notes, mais effectivement, votre planning, c'est tout à fait ça. Je ne vois pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, là, on a fait le tour pour l'instant. On peut poursuivre peut-être, Manon. Allez. Bon, voilà. Bon, je pense qu'effectivement, pour conclure, c'est un projet qui est complet, qui est certainement exemplaire dans sa réalisation, qui a nécessité beaucoup de pédagogie, parce qu'au début, les gens s'inquiétaient d'un tel volume. Et toujours pareil, on leur dit, mais essayez d'attendre le reste à charge et de voir quelles sont les aides avant d'être affolé par l'énorme volume de travaux que ça représentait au départ. Voilà. Donc, c'est sûr que ça représente du temps et pas mal de pédagogie pour expliquer. Et puis, lutter aussi contre des a priori, notamment concernant les ventilations. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on nous dit, ne faites pas ça, ils vont nous mettre des gaines en travers des séjours et des cuisines, ce qui est faux.
on arrive toujours à trouver une solution. Et quand ce n'est pas possible, eh bien, il y a cette fameuse situation de ventilation répartie, où on peut mettre des groupes sans passer par les gensons quand il n'y en a pas. Donc, on évite de mettre des gaines en travers des séjours. Voilà. Merci. Du coup, voilà, c'était l'objectif, c'était un petit peu de balayer avec l'intervention du maître d'œuvre, donc tous les travaux qui ont été faits dans la copropriété. Justement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, et peut-être, Monsieur Savoya, vous pouvez nous dire un petit peu comment, dans la copropriété, ça a été vécu, cette période de chantier. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous, en tant que voilà, présidente du conseil syndical, vous avez dû peut-être intervenir auprès de copropriétaires? Enfin, voilà, quel est un petit peu le retour? Globalement, ça s'est bien passé. Bon, les copropriétaires sont assez compréhensifs dans la. Bon, c'est une période de dérangement de toute façon. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, mais bon, globalement, ça s'est à peu près bien passé. Bon, il y a toujours quelques plaintes par moment, mais enfin bon. C'est vrai que bon, ça fait plus d'un an qu'on a commencé et c'est vrai qu'on est content que ça soit fini quand même, quoi. Mais bon, globalement, faut pas dire. J'avais peur qu'il y ait plus de problèmes que ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je peux prendre congé? Je peux vous laisser? Dernière petite question de Monsieur Gawash, mais on y a déjà répondu tout à l'heure, c'était sur le revêtement de sol au niveau des balcons. Vous avez indiqué qu'il y avait une résine qui avait été posée et non du carrelage. Oui, c'est-à-dire que l'ancien carrelage a été déposé parce qu'il y avait un petit peu n'importe quoi au niveau du carrelage. Il y en avait des petits, des grands, des moyens, des fois il n'y en avait pas. Et malheureusement, les balcons étaient fuyards et fondus. Donc il fallait nous faire une étanchéité filante directement en contact avec le balcon, conforme à la norme. Donc du coup, ça impliquait l'enlèvement de tout le carrelage. Et ce qui a été acté et accepté, c'est toujours pareil. Là-dedans, c'est essentiellement, bon, il faut de l'argent, mais il faut aussi beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne font pas. Donc, leur a expliqué, ils ont compris. Et du coup, on a tout enlevé. On a mis cette fameuse étanchéité. Et pour éviter donc d'avoir quelque chose de trop sinistre, parce que voilà, c'est gris, on a fini avec des paillettes au sens propre qui ont été pulvérisées. Et les gens ont trouvé ça finalement assez esthétique et que c'est une terminaison par vernis. Voilà. Merci. Du coup, bon, s'il n'y a plus de questions techniques, on ne va pas vous retenir. Et merci de votre présence. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Michel, et bonne soirée. Bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup, donc voilà, c'était un petit peu l'idée qu'il y avait une contrainte horaire, donc on a vu un petit peu avec le maître d'œuvre les différents travaux qui ont été votés. Comme vous voyez, comme vous avez pu comprendre un petit peu dans la description, c'est pas aussi simple. Il y a plein de petits détails et de petits points techniques, et justement, le travail du maître d'œuvre, c'est ça, c'est pour ça que c'est très important d'être bien accompagné dans un projet de rénovation énergétique. Et votre maître d'œuvre que vous allez choisir pour votre copropriété, il va justement être là pour gérer tous ces petits points auxquels on ne pense pas forcément quand on pense à une isolation d'une copropriété. Mais voilà, on a abordé les appuis de fenêtres, les descentes d'eau, tout ce genre de petites choses, c'est des choses à prendre en compte en fait. Et c'est important d'être bien accompagné. Du coup, voilà. Alors aujourd'hui, les travaux sont terminés. Donc là, c'était vraiment à la fin. Il reste encore quelques petits échafaudages quand j'étais venue prendre les photos. Monsieur Savoya, du coup, donc vous en avez un petit peu parlé, mais globalement, les copropriétaires sont contents. Et je crois même que vous faites des envieux dans le quartier, c'est ça? Oui, je crois, oui. Je crois, oui. Non, globalement, les gens sont contents et c'est bon. Disons que ça fait plaisir parce que ça représente quand même un investissement énorme pour. Et puis bon, on a des décisions à prendre. Vous savez, les décisions. Si vous faites une assemblée générale de tous les copropriétaires, ça tourne vite à la foire d'empoigne. Et donc les décisions, elles se prenaient en conseil syndical et après on présentait
on présentait aux autres copropriétaires. Globalement, ça s'est bien mieux passé que je ne pensais. Globalement, bon, il y a toujours des petits accrochages par moment, mais non, il n'y a pas trop eu de soucis dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous me demandiez d'autre aussi? Je me rappelle plus. Sur l'aspect financier. Ouais, du coup, bah voilà, je vois qu'il y a beaucoup de questions justement sur l'aspect financier, donc on va peut-être pouvoir passer à cette partie-là. Si je peux me permettre, Oui. quand on engage une copropriété dans un projet de rénovation, l'important c'est d'avoir une petite équipe bien impliquée, avec des gens qui sont à peu près d'aplomb. Et bon, non, ici, nous, c'était le conseil syndical. Et bon, après, on tient les gens informés. Mais bon, il faut une petite équipe de gens motivés qui s'impliquent beaucoup. Et ça suffit. Parce que je vous dis, si vous essayez pour les choix de couleurs ou les choses comme ça, vous arrivez à la foire à l'Empagne obligatoirement. Parce qu'il y en a un qui va vouloir le vert, l'autre le rouge, l'autre. Et c'est pas évident. On a choisi, nous, en conseil syndical, les 2 couleurs. L'entreprise Pogia est venue mettre des échantillons dans les entrées. Puis voilà, ben, les gens ont été contents. Tant mieux. Je sais pas si on a eu de la chance ou quoi, ou si on a eu bon goût, mais peu importe, et ça s'est bien passé. Et voilà. Alors, juste avant de passer à la partie financière, le montage des subventions, etc., et donner du coup aussi la parole à Solia, je voulais juste rajouter un petit point qu'on avait vu justement ensemble. Faut savoir que cette copropriété, derrière, il y a des garages et ces garages ont été repeints. Alors, bien évidemment, ça ne fait pas partie du projet de rénovation énergétique, mais c'est aussi voilà, penser à un projet global et ne pas laisser les à côté, on va dire, non traités. Donc, ça peut être aussi l'occasion voilà, de réfléchir et de faire des travaux sur d'autres postes qui voilà, ne participent pas, on est d'accord, à un gain énergétique de la copropriété, mais ça peut être l'occasion de mettre un coup de neuf. Voilà, un coup de neuf esthétique. Et on a une question quand même avant d'aborder la partie financière de Magali, qui, Monsieur Savaria, vous interroge sur les résistances auxquelles vous avez pu vous confronter au niveau du conseil syndical. Alors, je ne sais pas si c'est au sein du conseil syndical ou si c'est des remarques ou des résistances de la part des copropriétaires vis-à-vis du conseil syndical. Je ne saurais pas préciser la question, mais globalement, vous, comment vous avez perçu les choses? Je vous dis, on a pratiqué. Au niveau du conseil syndical, il n'y a pas eu de tension. Bon, vous savez, on fait jamais l'unanimité. Hein. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents de quelque chose. Bon, le sol des balcons sur les 20, il y en a 19 qui sont très contents. Il y a une dame qui n'est pas contente, elle regrette son carrelage. Bon, ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais non, ça se passe bien. Au sein du conseil syndical, bah, écoutez, on discute et puis c'est tout. Si c'est des gens d'aplomb qui ont été bien choisis, ça se passe bien, quoi. Voilà, non, il y a rien à dire. Non, les réticences au départ pour notre projet, avant de le faire voter, c'était le financier, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, je vous ai dit, on a commencé en 2012, on avait fait faire un projet sans isolation et un avec isolation. Enfin, bon, après le temps est passé. Mais il faut savoir que les premiers devis pour la rénovation exemplaire, ça se montait quand même à pratiquement 700 000 euros. Hein. Donc, il faut prendre en conseil syndical les devis poste par poste pour voir ce qu'on peut aménager tout en gardant en respectant le cahier des charges de Murmure 2. Donc, c'est vrai qu'il faut étudier ça dans le détail. Mais bon, du coup, on a quand même réussi à passer à 500 000 euros le total. Ce qui, pour une copropriété de 20, représente quand même encore une certaine somme. Hein. On est bien d'accord. Justement, hop, au niveau, voilà. Alors, le montant des travaux votés. Donc, vous parliez de 500 000 euros. Alors, il y a aussi les différents frais, les études qui peuvent se rajouter. Oui, c'est ça. Vraiment, des votes des travaux, on était à 462 000 euros, arrondi.
Vous avez le dispatch sur la droite. Et donc, si on fait simplement voilà, le ratio, ça fait une quote-part moyenne hors subvention à 22 000 € à peu près. C'est ça. On observe que le coût principal, c'est bien évidemment la façade, en sachant qu'on est à 61% de la quote-part et que ce qu'on observe, nous, dans le cadre de l'accompagnement des copropriétés, c'est que sur un ravalement simple, on va être autour de 7 000 à 8 000 € la quote-part par logement, tandis que si on intègre l'isolation des murs par l'extérieur, sur ces travaux-là, on est autour de 10 000 à 11 000 €. Et le fait d'isoler par l'extérieur permet de bénéficier d'aides financières, donc on va y venir par la suite. J'ai vu passer une question là, où le prix au mètre carré. En fait, notre problème à nous, c'est qu'on est une petite copropriété de 4 niveaux seulement. Et qu'est-ce que vous voulez, le flocage, bon, la surface totale de la copropriété, c'est 1630 mètres carrés. Mais si on a 4 niveaux seulement, si notre bâtiment en avait eu 10, au niveau de la terrasse et du flocage du sous-sol, ça coûtait, ces postes-là coûtaient pas plus cher. Hein, mais bon, voilà, nous, qu'est-ce que vous voulez, on est un petit nombre de copropriétaires et c'est vrai que c'était pas évident. Et que le coût, vous voyez, 22 000 en moyenne par logement, ça fait quand même apparemment des sous. Mais bon, comme vous dites, après, il faut voir les aides financières. Justement, hop, on y vient. Du coup, je ne sais pas, voilà, donc Julie Allerne, qui représente Solia, est avec nous aussi ce soir. Si vous n'aviez pas bien entendu au début, a priori, il y avait des petits soucis de connexion, qui a accompagné la copropriété justement sur toute l'ingénierie financière. On a sur cette copropriété à peu près, donc voilà, j'ai arrondi, on est à peu près à 168 000 € de subvention, ce qui représente 34% du coût des travaux. À savoir qu'il y a des subventions, ce qu'on appelle collectives. Enfin, une subvention collective, c'est une subvention au syndicat des copropriétaires, donc qui est répartie à l'ensemble des copropriétaires. Et ensuite, il peut y avoir des subventions individuelles en fonction de la situation de chaque copropriétaire. Et voilà la répartition donc, entre subventions collectives et subventions individuelles pour cette copropriété-là. Peut-être préciser, Julie Allerne, quel est votre rôle dans le parcours Murmure, justement, sur cet aspect ingénierie financière? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nous, Solia, on intervient une fois que le maître d'œuvre est voté, notamment sur l'amont de l'Assemblée générale pour calculer les calculs de quote-part, donc le coût de ces travaux par typologie de logement et simuler également le montant des subventions en fonction du programme de travaux, en fonction des aides qui sont mobilisables au moment où la copropriété vote les travaux. Et notre intervention est là pour apporter une aide à la décision, c'est-à-dire qu'on donne aux copropriétaires en amont du vote des travaux toutes les informations nécessaires pour savoir combien ça va leur coûter, à quelles subventions ils ont droit en fonction de leur situation et comment ils vont financer leur reste à charge. Parce qu'on parle beaucoup des subventions, mais voilà, il y a quand même un reste à charge important et donc on accompagne aussi pour savoir quelles sont les possibilités de prêts. J'ai vu qu'il y avait des questions qui sont passées là-dessus. Il y a des prêts collectifs, effectivement, copropriétés qui peuvent être mobilisés. On accompagne et on informe dans ce cadre-là, de manière à ce que tout le monde sache le jour de l'Assemblée générale quel est le montant de ces travaux et à quoi il peut prétendre. Et puis après, une fois que les travaux sont votés, on accompagne les copropriétaires et la copropriété dans le montage des dossiers de financement. Donc que ce soit l'aide collective ou les aides individuelles, on va chercher et on mobilise toutes les subventions possibles. Donc ça peut être sur des subventions individuelles. On a des subventions de la métropole, on a des subventions des villes parfois, on a des subventions de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et on peut avoir des subventions des caisses de retraite, du département, de la Fondation Abbé Pierre. Enfin voilà, on va chercher et mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser pour essayer d'avoir un plan de financement qui soit le plus raisonnable, on va dire, pour chacun, ou en tout cas que les gens aient cette information-là et sachent bien combien ça va leur coûter.
Ça permet notamment d'éviter d'avoir des impayés sur la copropriété avec des ménages qui sont fragiles et qui manqueraient d'informations pour connaître les aides qu'ils pourraient mobiliser. Vous êtes vraiment là-dessus, entre autres. L'intérêt en fait du dispositif Murmure notamment, alors là on est sur une offre exemplaire, hein, c'était des aides particulières qui ont évolué depuis, mais l'intérêt de toute manière de la campagne Murmure est d'accompagner les copropriétés dans une subvention collective qui permet effectivement à tous d'avoir accès à une aide, mais également d'accompagner les plus modestes vers des financements complémentaires de manière à ce qu'on ne mette pas en difficulté la copropriété avec des personnes qui ont des petits revenus et qui ne pourraient pas assurer effectivement des montants de travaux conséquents. Je vois qu'il y a une question sur le versement de ces aides. Alors effectivement, pour une partie des subventions, il y a des avances qui sont possibles, c'est-à-dire qu'il y a une partie des aides qui sont versées au dépôt du dossier, et puis il y a une partie qui sont versées à la fin, donc il faut faire l'avance. Donc ça, c'est un peu, notre travail est là aussi de calculer comment les subventions vont pouvoir être versées et de voir avec le ménage comment il va pouvoir faire pour cette avance et comment on va pouvoir aller chercher les subventions au fur et à mesure de l'avancement. Si je peux me permettre d'intervenir. Allez-y, M. Savoya. Oui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Madame Malherbe, là, qui vient d'avoir la parole, elle nous a fait une réunion quelques jours avant l'Assemblée générale qui devait décider des travaux de rénovation. Avant son intervention, pratiquement tout le monde était vent debout contre ce projet de rénovation, prêt à se contenter d'un coup de peinture contre la façade. Et après son intervention, avec énormément, tous les calculs ont été faits, il y avait plein de simulations et les gens, en fait, ont compris que la rénovation exemplaire, pour les personnes modestes ou très modestes, coûtait pratiquement pas plus cher qu'un ravalement sans aide. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Du coup, à l'Assemblée générale, la rénovation exemplaire a été adoptée à l'unanimité moins une voix. Alors que quelques jours avant, les gens ne voulaient pas en entendre parler, quoi. Donc ça, c'est très important. Parce que nous, en plus, on a un problème. Bon, vous avez vu, c'est une copropriété qui a été construite en 1970-69. Donc les gens, ils ont acheté à ce moment-là, c'était la plupart du temps des jeunes couples. Et 50 ans après, c'est des vieux couples et on doit avoir un âge moyen de plus de 80 ans parmi les propriétaires. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, quand on parle d'investir comme ça des sommes importantes, les gens, ils étaient quand même un petit peu réticents. Mais avec des simulations, Madame Malherbe nous a fait un travail formidable. Et les gens étaient tous d'accord. Je vous dis, on a voté à l'unanimité, moins une voix. C'est quand même quelque chose, ça. Hein. Grâce au calcul, tous les tableaux étaient faits. Il y avait pour les gens modestes, très modestes, alors moyens. Justement, parfait enchaînement, M. Savoya, c'est excellent. Pourtant, on n'était pas forcément, on va pas répéter, on vous assure. Et du coup, voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment propre à cette copropriété-là. C'est des aides moyennes. C'est pas forcément transposable pour chacune de vos copropriétés. Je vous connais pas tous. Je sais pas aussi dans quelles étapes vous en êtes dans votre réflexion. Mais comme l'a indiqué M. Savoya du Conseil syndical, on voit bien sur la gauche les différentes catégories de propriétaires. Et donc, avec les moyennes d'aide collective et les moyennes d'aide individuelle, donc tout ça, c'est les aides qui sont les simulations qui sont faites par Solia et justement qui sont présentées en amont de l'AG travaux. L'objectif, c'est que les copropriétaires, le jour de l'AG, sachent vraiment ce qu'il en est. On ne leur demande pas de voter, de se positionner sans avoir connaissance du coût des travaux, du reste à charge. Voilà. Mais vous voyez, hein, la colonne tout en bas à droite, pour une quote-part de 23 500, des propriétaires très modestes, reste à charge 6 520. Donc, c'est quand même pas négligeable, ça. Et c'est le prix que leur aurait coûté le simple ravalement qui était
à faire absolument, parce que notre truc était devenu, c'était indispensable, le ravalement. Voilà. Une question sur la typologie de copropriétaires. Y avait-il des copropriétaires bailleurs? Très peu. Il y en a un, deux, voilà. Très peu. Non, c'est essentiellement des propriétaires. Alors, la question de combien ça leur a coûté, vous avez la réponse sous les yeux avec le tableau. La première ligne qui correspond aux propriétaires occupants hors plafond et bailleurs, vous avez le reste à charge moyen à droite de 18 220 €. Alors, on a d'autres questions. Alors, Magali qui s'interroge sur l'emprunt qui est collectif ou individuel. Je crois savoir qu'en fait, c'est propre à chacun. Julia Lerme pourra le confirmer, mais en fait, ça dépend de la capacité du ménage à investir ou pas. Tout à fait. Il peut y avoir les deux, en fait. Il peut être proposé à la copropriété un emprunt collectif, un prêt copropriété. Ce qui ne veut pas dire que collectif ne veut pas dire que les gens sont liés les uns aux autres. C'est juste que c'est un prêt qui est monté à l'échelle de la copropriété. Après, tout le monde n'est pas obligé d'y souscrire. Et il y a des gens qui sont allés chercher des prêts individuels de leur côté. Il y a des gens qui avaient de l'argent de côté. Enfin voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vote des travaux de copropriété, on a la possibilité d'avoir accès à un prêt copropriété qui est proposé. L'avantage de ce prêt, c'est qu'il n'y a pas de critères d'âge et pas de critères de ressources. Ça permet, par exemple, quand on a des propriétaires âgés qui n'ont pas forcément de soucis de ressources, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller faire un prêt parce que les banques, passé un certain âge, soit vous prêtent pas, soit vous mettent des taux d'assurance énormes. Ce prêt copropriété permet effectivement à ces personnes-là de faire un prêt avec des taux qui restent raisonnables et qui correspondent à peu près aux prêts proposés par les banques classiques, voire même un peu plus bas. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce prêt aujourd'hui pour des votes de travaux, mais les gens ne sont pas obligés d'y souscrire et peuvent très bien aller faire un emprunt personnel. Ces prêts étaient gérés auparavant par le Crédit Foncier et maintenant c'est la Caisse d'épargne qui s'en occupe. On a eu énormément de mal à les faire débloquer parce que manifestement, je sais pas, ça les intéresse pas. Donc à chaque fois, il fallait refournir des documents qu'on avait déjà fournis. Enfin bon, ça a traîné et on les a touchés. Ils ont été débloqués vraiment au dernier moment. C'est un prêt qui est à l'ordre, le copro 100, il doit être de l'ordre de 1%, quoi, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc, mais on a eu affaire à des réticences de la caisse d'épargne. Mais on y est arrivé quand même. Ouais. C'est peut-être l'occasion aussi, alors malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir, mais l'importance également du syndic, qui est un acteur aussi important dans un processus de rénovation énergétique. Donc malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir, il ne pourra pas vous parler de ce projet en particulier, mais ce genre de choses-là, donc notamment les prêts collectifs, etc., l'important passe également par le syndic. Donc c'est important aussi d'être en bon terme avec son syndic et puis qu'il suive le projet également avec le conseil syndical et le maître d'œuvre. C'est vraiment une équipe qui doit travailler ensemble pour que ça fonctionne bien. Deux petites précisions sur la question de propriétaire-bailleur. Je vois que Flo Lenulzec, a priori, n'a pas eu la réponse à sa question. Le tableau sous vos yeux, en fait… Je peux me permettre de répondre, du coup, pour les propriétaires-bailleurs ? Oui. Alors, du coup, effectivement, il n'y a pas d'aide individuelle spécifique dans le cadre de Murmure pour les propriétaires-bailleurs. Par contre, il faut savoir qu'un propriétaire-bailleur, ses travaux, ils sont déductibles des revenus fonciers. Donc, du coup, il peut déduire effectivement les travaux de ses revenus et faire ce qu'on appelle du déficit foncier et donc récupérer à ce niveau-là. Et on a une autre question de M. Gawash sur la chaudière. Il semblerait que vous soyez en chauffage individuel, donc vous n'étiez en chauffage collectif. Non, on est en chauffage collectif. Chauffage collectif au gaz. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaudière? Qu'est-ce que vous avez fait ou ne pas fait comme travaux? Pour l'instant, absolument rien, si ce n'est que à la fin de l'hiver, là, comme l'isolant avait été posé à peu près de partout,
Il a fallu appeler la société qui gère notre chauffage, bon, en l'occurrence la Semidex, pour qu'ils viennent baisser l'allure de la chaudière parce qu'on avait 24 dans tous les appartements. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a rien fait. Par contre, j'ai eu tout à l'heure, à 14 h, là, une réunion avec le laboratoire Cénova, Madame Allerne vous en dira plus là-dessus, qui vont assurer maintenant un suivi des consommations et pour voir si le but est bien atteint, quoi. On renseigne l'ALEC, personnellement, je renseigne l'ALEC depuis, ils ont l'historique de nos consommations depuis 2010, et à partir de cet automne, là, on va voir ce qu'il en est. Et là, maintenant, ils vont même faire des interventions, poser des capteurs dans certains appartements, et on va essayer ils vont faire des statistiques sérieuses là-dessus. Voilà. Eh ben, mais de toute façon, vous savez, on ne peut pas amortir. On ne peut pas amortir des travaux comme ça. Il ne faut pas compter pour les amortir en 10 ans, même en 20 ans. Vous savez, c'est quand même un investissement qui est lourd, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, on y gagne beaucoup en confort, et puis surtout, on évite la dévalorisation de la copropriété. Parce que je ne sais pas ce qui va en être de ces passoires thermiques dans 10 ou 15 ans. Hein. Ça risque de poser des problèmes. Hein. Voilà. Alors que là, maintenant, nous, on est passé on était au diagnostic thermique, on était en D, plutôt près du E, alors que maintenant, on est passé en C, plutôt près du B. Voilà. Et on a, je crois, on a droit avec la rénovation exemplaire, je crois qu'on accroche le label BBC Rénovation, bâtiment basse consommation rénovation. Voilà. Justement, du coup, voilà, on va venir un petit peu sur tout ce que les travaux vous ont déjà apporté, vont vous apporter, un petit peu le retour d'expérience avec d'autres copropriétés aussi. Peut-être juste vous représenter, je pense que c'est une frise que vous devez connaître pour certains, parce que vous êtes normalement déjà un peu engagé dans un processus de rénovation énergétique dans le cadre de Murmure. Le parcours d'accompagnement, donc avec, vous voyez en haut, donc l'ALEC et Solia. Et en jaune, on va dire les deux étapes majeures donc, dont on a parlé, l'Assemblée générale pour le vote du maître d'œuvre, donc Monsieur Michel, qui a parlé tout à l'heure des travaux, et ensuite, du coup, l'Assemblée générale pour le vote des travaux. On voit bien en amont tout le travail de Solia, justement, avec les simulations financières à destination des copropriétaires avant le vote des travaux. Et au départ, on va dire toute la définition et la validation du programme de travaux pour rentrer dans le dispositif Murmure. Et donc ensuite, justement, la dernière case, c'est le suivi post-travaux. Et donc, c'est ça également qui nous permet d'avoir un retour sur les copropriétés qui ont été accompagnées, puisque le premier dispositif Murmure, c'est 2010. C'est bien ça, Maxence ? C'est ça. Donc, voilà, on a un retour d'expérience sur différentes copropriétés accompagnées. On vous a remis en fait les bouquets de travaux qui sont issus du dispositif Murmure 2, sachant qu'aujourd'hui, on va être sur un nouveau dispositif, mais la copropriété Les Bruyères a voté donc, ce qu'on appelle une rénovation exemplaire, donc avec l'ensemble des postes qu'on a évoqués précédemment. L'objectif donc de 35% de gain énergétique. Et donc pour ça, en fait, il y a un audit thermique qui a été fait sur la copropriété pour justement vérifier que les travaux envisagés permettent bien d'atteindre le gain énergétique. Et voilà, le calcul des consommations, on voit le avant-après, donc soit une baisse de 43%. Donc ça, c'est les simulations qui ont été faites avant les travaux. Sachant qu'il s'agit de gains de consommation en kilowatts. Ce n'est pas 43% de gains de charge. Hein. Voilà, parce qu'il faut toujours tenir compte des abonnements, des trucs comme ça. Quoi. Voilà. Alors, mais c'est quand même significatif, je pense.
Oui, quand même. Quand même. Une question de relève sur le suivi des travaux. Est-ce que c'est chapeauté par un ingénieur? La participation d'un architecte est-elle utile? Donc, c'est tout l'objet du maître d'œuvre qui a pu témoigner sur la première partie de cette animation. Le maître d'œuvre, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre du chantier. C'est lui qui répond des responsabilités et qui coordonne les différents corps de métier. Donc oui, il y a un ingénieur, entre guillemets, qui est le maître d'œuvre sur ce type de chantier. Et le suivi des travaux en pratique, des travaux en pratique, c'est une réunion hebdomadaire avec monsieur Michel. Là, on avait une réunion tous les lundis à 11h pour voir le suivi des travaux et tout ça. Et là, il est important que le conseil syndical soit représenté à cette réunion pour poser des questions, pour s'informer, pour voilà, pour voir si tout se passe normalement. Mais à titre d'exemple, nous, on a eu 38 réunions avec monsieur Michel. Voilà. Et puis, il n'y en a plus qu'une maintenant qui nous attend, c'est la réception des travaux. Voilà. Du coup, juste pour poursuivre ce qu'on a déjà un petit peu évoqué tout au long, voilà, ce qu'on venait de dire, ça, c'est un petit graphique qui a été fait donc, sur 15 copropriétés accompagnées. Donc, ça rejoint totalement la diapo précédente. On voyait qu'il y avait 46 ou 43% de gain énergétique. Là, on voit, c'est sur les consommations de chauffage avant-après travaux. En vert, c'est les consommations avant travaux et en bleu, c'est les consommations après travaux. Et en moyenne, on est à 41% de gain sur les consommations de chauffage. Donc, ça, c'est pour les copropriétés en chauffage collectif. Donc, ça varie suivant les copropriétés. Ça s'explique par l'année de construction, le type de construction, les travaux qui ont été faits également. Et tu voulais rajouter quelque chose? Et d'où on part aussi, tout simplement, parce que M. Savoyal a précisé que l'exploitant qui vend le gaz et qui s'occupe de l'entretien du système de chauffage est plus ou moins rigoureux avant les travaux, c'est-à-dire qu'il a fait plus ou moins des réglages pour optimiser l'installation. Donc, il y a des copropriétés qui sont déjà, entre guillemets, dans le haut du panier, c'est-à-dire qui ont des consommations de base avant travaux assez faibles. Donc, le gain ne sera pas aussi significatif qu'une copropriété qui part d'une consommation importante. Quelle température cible avez-vous dans vos logements l'hiver? Monsieur Savoya, vous pouvez témoigner. On a demandé, je vous disais que la majorité de nos autres copropriétaires sont des personnes âgées, voire très âgées. La cible, là, on a fait régler le chauffage pour une température de 21 le jour et 17 la nuit. Voilà. Et ça, c'est l'exploitant qui vient le faire. Vous savez, bon, nous, on évite de trop intervenir au niveau de la régulation parce que si chacun s'en mêle, mais bon, maintenant, on est bien chauffé. Bon, personnellement, bon, moi, j'ai acheté mon appartement en 87. Je vous dis, l'hiver, on arrivait péniblement à 18. On était en haut, là, de toute façon, c'était bon. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on a beaucoup gagné en confort, surtout. Et puis, je vois aussi la différence. Dès maintenant, il fait bien moins chaud dans l'appartement. Moi, en étant sous la terrasse, j'avais l'été, moi, c'était infernal. Hein. Il y avait plus de 30 dans l'appartement. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose qui a un prix, ça. Hein. Il faut pas... il faut bien être conscient de ça. Donc, le maintien du standing de la copropriété et éviter sa dévalorisation. Et puis quand même, le confort qui est quand même assez, le gain en confort qui est intéressant. Voilà. Justement, encore une fois, transition parfaite. Un petit sondage qui a été fait justement sur le confort d'hiver et d'été. Très souvent, on pense à l'isolation que c'est uniquement pour l'hiver, mais on se rend compte, donc tout en haut, on a ce qui concerne l'hiver et en bas, donc l'été. Avant travaux, il y avait 50% des gens qui n'étaient pas satisfaits du confort d'hiver. On arrive à 90% des gens qui sont satisfaits du confort d'hiver après travaux. Et en été, on a 70% des gens qui ne sont pas satisfaits, donc plus que pour le confort d'hiver.
Et au final, on arrive également à 90% de gens satisfaits après travaux. Donc, on voit vraiment l'intérêt de faire des travaux d'isolation d'un logement, bien évidemment pour l'hiver, mais également pour l'été. On sait qu'à Grenoble, on a des hivers très froids, mais on a également aussi des étés très chauds. Ça ne va pas forcément s'améliorer. Donc, c'est important aussi. Ce n'est pas que pour le chauffage. Bien évidemment, c'est bien, mais c'est aussi pour l'été. Et comme le disait Monsieur Michel au début de la présentation, c'est très important. Il parlait même un peu d'effet clim, ça a précisé tout à l'heure. Donc, voilà, très important le confort d'été et d'hiver. Magali qui pose une question sur les prochaines aides du dispositif Murmure. Certains d'entre vous le savent déjà peut-être. On arrive à la fin de la deuxième campagne d'isolation Murmure qui se termine donc fin 2021. Par principe, le dispositif est maintenu pour les années à suivre. Le dispositif qui consiste à accompagner la copropriété tant sur l'aspect technique que sur l'aspect financier. Donc, par les deux opérateurs, Alec et Solia, dont on parle. En ce qui concerne les aides financières, non, on n'a aucune garantie qu'on aura connaissance des aides financières d'ici cet été. Ce sont des arbitrages que les élus doivent acter tout simplement en conseil métropolitain pour des questions budgétaires, etc. Donc, pour répondre à votre question, Magali, malheureusement, on n'aura pas d'informations, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer et supposer au début de l'année. Courant de l'été, on ne devrait pas en savoir plus sur les aides de la part de la métropole, en sachant qu'on a connaissance, en revanche, des autres dispositifs nationaux. Murmure, c'est un dispositif local par la métropole. Ce qui concerne les dispositifs nationaux, on est en mesure déjà de connaître le montant des aides financières. Est-ce que vos diapos sont accessibles sur le site de la... Oui, monsieur Savoyard. On a perdu 1 ou 2 ans pour atteindre les chiffres exacts de Murmure 2, parce qu'on a failli passer dans Murmure 1, qui était d'ailleurs plus intéressant. Enfin bon. Mais je crois quand même que Murmure, c'est vraiment une opportunité intéressante. Hein. Il ne faut pas... Ah oui, là, pour l'accompagnement, c'est formidable. Voilà. Une dernière question de Flo Lenuzec qui se demande si les diapos sont accessibles sur le site de l'ALEC. Alors, pour information, on l'a précisé au début, mais avec les histoires de logistique, ça n'a pas dû être bien entendu. On a lancé l'enregistrement. Comme vous voyez à gauche de votre écran, vous avez un petit point rouge. Donc, toute l'animation est enregistrée et donc elle vous sera envoyée ou alors mise en ligne sur le site internet. Et vous aurez le lien pour reconsulter la présentation. Du coup, donc voilà, on a fini la présentation vraiment à proprement parler donc sur la copropriété Les Bruyères. Est-ce que vous avez des questions à poser différents intervenants, donc au conseil syndical, à Solia peut-être sur la partie financière ou à nous sur l'accompagnement plus général du dispositif Murmure. Bon, je pense que voilà, Monsieur Savoyard, vous êtes bien intervenu dans cette présentation. Je pense qu'on a compris que globalement vous êtes satisfait des travaux et si c'était à refaire, vous le referiez. Oui. Mais j'imaginais pas que c'était autant de travail. Vous pouvez pas savoir le nombre d'heures qu'il faut passer, mais enfin bon, j'ai plus que ça à faire maintenant, donc ça va. Mais c'est un gros travail. Mais oui, moi, si c'était à refaire, je referais tout. Mais je répète encore une fois, c'est pas on m'a pas demandé de dire ça, mais je peux vous dire que sans l'ALEC et Solia, on serait jamais arrivé à mener à bout notre projet. Et vous allez trouver dans ces deux institutions des gens très disponibles et très compétents. Et là, j'avoue que ça a été, parce que tout seul, on n'y arrivait pas. C'est sûr. Voilà. Et puis, bon, je vous dis, Murmure, c'est quand même une opportunité à saisir. C'est local, mais c'est à saisir, franchement. Voilà. Une dernière petite précision pour Magali qui demande si l'intervention de Solia peut être envisageable pour la
En amont de l'Assemblée générale qui consiste à voter un maître d'œuvre, il y a une réunion d'information effectivement ouverte à tous les copropriétaires avant le vote de la maîtrise d'œuvre, mais qui est organisée par nous, l'ALEC, du coup, parce qu'on est encore sur la première partie de l'accompagnement. Donc, il y a des ordres de grandeur de coûts de travaux qui sont présentés, il y a les intérêts de travailler sur une rénovation énergétique, il y a tout ça. Il y a une réunion publique d'information. L'objectif de cette réunion d'information, c'est aussi, justement, on l'a fait en amont de l'AG du vote de maître d'œuvre. Justement, il faut bien que les copropriétaires comprennent que au moment du vote du maître d'œuvre, on ne vote pas encore un projet. On va choisir la personne qui va travailler sur la copropriété et définir vraiment le programme de travaux. Donc, on n'est pas là pour voter un projet et donc on n'est pas là pour parler vraiment précisément des subventions et du reste à charge. C'est beaucoup trop tôt. Alors, je sais bien que les copropriétaires, souvent, ils veulent aller vite et qu'ils veulent avoir une réponse. Voilà, ça se comprend. Mais vraiment, déjà, il faut faire par étapes, sinon le projet, il ne va pas aboutir. Donc, vraiment, déjà, c'est comprendre pourquoi un maître d'œuvre, à quoi va servir le maître d'œuvre et choisir le maître d'œuvre qui va vous suivre sur tout le projet. Et donc, cette réunion publique, elle sert à ça. Bien évidemment, on aborde les différentes subventions qu'il peut y avoir, etc. Mais ce n'est pas du tout à cette réunion-là qu'on va aborder les plans de financement, etc. parce que c'est beaucoup trop en amont, en fait. Mais dans le parcours d'accompagnement, cette réunion, elle est bien évidemment prévue. Le maître d'œuvre établit un cahier des charges très, très précis parce que Murmure 2, le cahier des charges est quand même assez exigeant. Hein. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais donc, voilà, c'est ça au départ. Donc, il y a le maître d'œuvre qui intervient. Et la SOLIA, ils interviennent juste avant l'Assemblée générale, quoi. Hein, je vous dis, nous, c'était 3 jours avant l'Assemblée générale et c'est passé comme une lettre à la poste. Et maintenant, les gens sont tous contents. Voilà. Mais n'hésitez pas. Et puis, en plus, l'ALEC et SOLIA, c'est des gens qui sont très disponibles et compétents. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est très gentil. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions, copropriétaires? A priori, les gens commencent à se déconnecter de petit à petit. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que votre copropriété mènera à terme un projet de rénovation que vous avez entamé et que vous allez entamer. Je ne sais pas encore où vous en êtes. Merci beaucoup. Et bonne soirée. On vous enverra tout par mail à la suite de l'animation. C'est parfait, merci. Et bon courage à tous ceux qui se lancent en rénovation. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Julia Lerme et merci Monsieur Savoya. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.